Nous continuons notre réflexion sur astrologie et astronomie à la lumière de la psychanalyse que j'engage pour montrer que l'astrologie a pu être perturbée, à la fois est marquée par ses origines, et qu'elle a pu être perturbée à un moment donné de son développement, ce qui signifie que son évolution n'est pas forcément satisfaisante, et qu'il ne faut pas accepter nécessairement ce qu'elle est devenue. On peut plutôt avoir des doutes à ce sujet. En passant, je dirais, pour les ultra-orthodoxes des rapports entre astrologie et astronomie, que le couple Soleil-Lune n'est pas, n'est pas, n'est pas acceptable astronomiquement. Je veux dire par là que la Lune ne tourne pas autour du Soleil. Donc quand on parle d'une conjonction Soleil-Lune, c'est une apparence. Ça revient à une astrologie antérieure, mais l'astronomie actuelle n'est pas en mesure, n'est pas disposée à valider un couple Soleil-Lune. Donc ceux qui sont ultra-orthodoxes au niveau de l'astronomie contemporaine devraient donc abandonner finalement le couple Soleil-Lune, tout comme ils ont abandonné le couple planète-étoile fixe. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, donc la question de rapport planète-étoile, c'est évidemment aussi la question du rapport entre l'homme et la femme. Et donc si on ne gère pas bien le respect de la différence réelle entre les deux partenaires, c'est-à-dire si ces deux partenaires n'ont pas fondamentalement un mode de fonctionnement différent, comme c'est le cas de la planète et de l'étoile, eh bien on va se retrouver dans une astrologie, une anthropologie en quelque sorte virtuelle, où les deux facteurs qui seront mis en cyclicité seront de même nature, c'est-à-dire ce seront deux planètes, et non pas une planète et une étoile. Il y a donc quelque chose là déjà un artifice. Par le nom, on va accorder de l'importance au nom de la planète, et non pas à la nature de la planète, à la nature de l'astre. Quand vous avez quelque chose qui est clairement défini comme distinct, comme la planète et l'étoile, vous n'avez pas besoin de l'expédient du nom, puisqu'il y a une planète qui est bien définie, il y a des étoiles dont on sait très bien qu'elles ne sont pas des planètes. Alors qu'en revanche, lorsqu'on est dans la confusion, lorsqu'on a des facteurs qui sont du même ordre, on va être obligé de créer des différences par le baptême, par des noms qui vont être donnés, comme dans une fratrie, chacun va avoir son nom. Donc on n'est pas du tout dans le même plan. On quitte l'étalon astronomique en réalité, c'est ça qui est le paradoxal. Les astronomes, certes, n'admettent pas la conjonction d'une planète avec une étoile au niveau de la réalité astronomique, mais en revanche, ils savent ce que c'est qu'une étoile, ils savent ce que c'est qu'une planète, et donc quand on leur parle d'une étoile et d'une planète, ils comprennent qu'on puisse s'intéresser d'un point de vue astrologique, bien entendu, mais pourquoi les astronomes ne s'intéressaient pas à l'astrologie? Il peut y avoir une astrologie qui leur est plus sympathique qu'une autre. Moi, je pense que l'astrologie que je défends est parfaitement acceptable par les astronomes, puisqu'elle ne crée pas de problème avec eux. On ne dit pas n'importe quoi. On ne leur fait pas dire n'importe quoi non plus. On ne leur fait pas dire que Jupiter, parce qu'il s'appelle Jupiter, a une signification jupitérienne. On ne leur fait pas dire que il y a une conjonction Soleil-Lune réelle. Non, non, tout ça, ce sont des apparences. Mais si on assume le facteur apparence, si on dit que c'est purement visuel, que c'est purement au nom d'une, comment dirais-je, d'une signalétique qu'on a inventée, que les sociétés ont inventée, alors là, il n'y a pas de problème avec les astronomes. Paradoxalement, les astronomes, ils préfèrent des gens qui ne se mêlent pas de faire dire à l'astronomie ce qu'elle ne dit pas, et qui se situent sur un autre plan. Ils préfèrent. Le dialogue est beaucoup plus facile, paradoxalement. Alors, je voudrais revenir au baromètre astrologique, qui est effectivement la grande proposition novatrice de l'astrologie pour le XXIe siècle, et qui a le mérite de la simplicité. Là encore, on peut très bien accepter le baromètre astrologique sans accepter le thème astral, par exemple. C'est une astrologie qui est beaucoup plus acceptable parce qu'elle est claire, elle est cohérente, elle ne complique pas les choses.
ni au niveau du nombre de facteurs, ni au niveau du modèle, ni au niveau des interprétations. C'est clair et net. Ça marche pas. Alors, j'entends encore ce matin des discussions sur YouTube. J'aime bien écouter l'émission, notamment C'est dans l'air. Là, aujourd'hui, on parlait de la droite, de la recomposition de la droite, etc. À propos de Laurent Wauquiez, qui va probablement devenir le prochain président des Républicains. Et je ne pouvais pas m'empêcher de projeter mon modèle sur ce débat. Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche? En réalité, on peut très bien être à droite et pratiquer une politique de gauche, et être à gauche et pratiquer une politique de droite. La droite et la gauche, ce sont des entités historiques, mais qui ont un fond idéologique particulier, mais ça n'empêche pas que, sous la pression du baromètre astrologique, il y a des contraintes, il y a des pesanteurs qui s'imposent, qu'on soit à droite ou à gauche. Et la question de savoir quelle est actuellement... Alors il faut faire la part des choses. Est-ce que la droite en phase oméga, c'est la gauche en phase oméga? Est-ce que la droite en phase alpha, c'est la gauche en phase alpha? Oui. Là, il y a une subtilité à établir. Bon. Mais, globalement, actuellement, nous sommes en phase oméga pour 3 ans, d'après le baromètre astrologique. Ce qui veut dire que nous sommes dans une phase d'alliance, de nouvelles alliances. C'est-à-dire des alliances contre nature, des alliances qui jusqu'à présent auraient été refusées en phase alpha. Et la phase alpha étant beaucoup plus radicale. Bon. Alors on a au niveau de l'histoire des tas de moments où il y a eu des alliances étonnantes, comme celle entre la France, François Ier, et la sublime porte de Soliman le Magnifique, à l'autre bout du bassin méditerranéen, comme celle entre les nazis et les communistes au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle le pacte germano-soviétique, et puis d'autres qui peuvent se présenter. Par exemple, on peut imaginer qu'en phase oméga, je pense notamment à Laurent Wauquiez, il puisse y avoir un rapprochement entre les Républicains et le Front National. Des choses qui ont pu paraître jusqu'à présent insupportables, et qu'avait d'ailleurs préconisé quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan quand il s'est rapproché du Front National avant les élections. Il faut, en phase oméga, l'astrologue se dire qu'est-ce qui est imprévisible, qu'est-ce qui semble complètement inconcevable. Et en phase oméga, ce qui est inconcevable peut effectivement avoir lieu. Il peut avoir lieu s'il y a évidemment les gens dans tel et tel pays qui sont assez audacieux pour le faire. Si s'il n'y a pas de personnel politique, par exemple, pour faire certaines choses, eh bien, elles ne s'en font pas, et donc on ne profite pas de la phase oméga. Et inversement, s'il n'y a pas les gens capables pour réaliser le projet alpha, eh bien, ça ne se produit pas, ou ça se produit de manière insuffisante. Le projet alpha étant inversement le projet de ressourcement, de réancrage dans le passé, de retrouver son véritable génie propre, et non pas de se laisser absorber par une espèce d'union comme ça, assez vague et assez transnationale et transdisciplinaire. Donc il y a des moments de repli et de recentrage, et puis il y a au contraire des moments d'ouverture et d'aventure, d'une certaine manière, je dirais. Et il se trouve que la présidence de Hollande aura été marquée davantage par la phase alpha, puisqu'il a été élu en 2011, 2012, jusqu'en 2017, pour le quinquennat, et par conséquent, il n'a pas pu mener une politique européenne très, très élaborée, sauf à la fin de son mandat, puisque son mandat, il s'est retrouvé à la fin du mandat déjà dans une approche qui n'était plus celle de l'alpha. Parce que bien évidemment que les mandats ne collent pas avec la durée des périodes alpha-oméga, et qui peuvent tout à fait se trouver en porte-à-faux, ou du moins à moitié sur une phase et à moitié sur l'autre. Ce qui crée des revirements, bien entendu.
Donc, la phase oméga qui se présente est une phase de la supranationalité qui aura une grande importance au niveau donc de la politique étrangère, et Macron va certainement être emporté par cette dynamique-là, et comme je le disais, ça peut se faire aux dépens des intérêts intérieurs de la France, des intérêts purement souverainistes et locaux de la France. Politique, donc, je dis toujours, en phase oméga, on sacrifie les enjeux intérieurs au profit des enjeux extérieurs. On voit bien que la politique d'économie française est dictée plus ou moins par Bruxelles. Et en phase alpha, on sacrifie, comme on l'a vu avec le Brexit par exemple, les alliances extérieures au profit des enjeux intérieurs. Et là encore, le problème se pose pour le Brexit, c'est que justement, la phase de négociation du Brexit va se trouver en phase oméga, et par conséquent, le Brexit risque de prendre du plomb dans l'aile, parce que les Anglais comprennent l'importance de la cohérence d'une politique supranationale. Voilà. Mais ça, c'est tout le problème de ces élections ou de ces référendums qui ont lieu à un moment donné, et on sait très bien que si elles avaient lieu un peu plus tard ou un peu plus tôt, le résultat serait différent, et malheureusement, ça entraîne, de manière, enfin, on peut supposer, c'est censé entraîner un programme rigide pendant un certain nombre d'années, alors que la cyclicité, elle va considérablement varier. D'où la nécessité d'une sixième république qui intégrerait la notion de la cyclicité telle que la voit le baromètre astrologique. Donc, il me paraît important de donner un certain nombre de philosophies à ce sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans l'absolu. Ce qui est mal, c'est ce qui n'est pas approprié à un moment donné. Une politique peut être mauvaise à un moment X et bonne à un moment Y. Une certaine façon de se comporter peut passer à un moment X et ne passera pas à un moment Y. Et ça, malheureusement, on ne l'accepte pas. Et c'est vrai aussi pour les hommes et les femmes, puisque nous parlions de cette fameuse dialectique étoile-planète. Ce qui est favorable pour les femmes ne l'est pas nécessairement pour les hommes, et inversement. Et l'impression qu'en ce début du XXIe siècle, tout ça n'est pas encore compris. Les choses aussi basiques que cela ne sont pas encore comprises. Et je voudrais continuer sur un autre sujet un petit peu connexe, qui est la question de la lumière. Les étoiles ont une lumière et les planètes n'ont pas de lumière. Et c'est très intéressant sur le plan biblique, je dirais presque, puisque quelque part, pour moi, la Terre au départ avait très peu de lumière. Elle était probablement comme Vénus, une planète avec une atmosphère extrêmement lourde qui faisait écran avec la lumière soleil. Et probablement, à un moment donné, cette atmosphère a été purifiée, purgée, pour des raisons qu'on pourrait discuter et expliquer diversement, et la lumière est arrivée, que la lumière soit. Et pour moi, le récit de la Genèse, ce n'est pas la création de la Terre, c'est le fait que tout d'un coup, on ouvre la Terre vers le soleil, vers le ciel, alors qu'elle était plus ou moins fermée sur elle-même, pour des raisons climatologiques et écologiques. Et pour moi, la femme, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est problématique, en quelque sorte, parce que, d'abord, premièrement, effectivement, c'est la lumière. On sait très bien on peut être agressé par la lumière beaucoup moins que l'inverse. Si on arrête l'électricité, on n'est pas agressé, alors que si on est dans l'obscurité et que tout à coup on met de la lumière, on peut être agressé. Eh bien, la femme aussi, quelque part, quand une femme d'une certaine beauté arrive dans un milieu, elle a une beauté agressive en quelque sorte, alors que l'homme, lui, par son habillement déjà, il est beaucoup moins agressif. Voyez-vous. Donc la femme est marquée par cette lumière qui correspond, à mon avis, à un état tardif de l'évolution de l'humanité,
comme on le voit au chapitre 2 de la Genèse, on nous dit on dit à un moment donné, voilà, maintenant que Adam existe, on va essayer de lui apporter un autre élément qui sera la femme. Chapitre 2, on disait. Donc, c'est un peu cela. N'oubliez pas qu'Adam, ça vient du mot Adama, qui veut dire la terre. Donc, c'est chtonien. Adam, c'est l'être chtonien, c'est l'être premier, primordial. Et alors que la femme, elle, c'est un être qui vient de l'espace, si on peut dire, qui vient d'un autre monde, en quelque sorte. Et les rapports entre hommes et femmes sont complexes à ce niveau-là. Et moi, je dis, en fait, que la femme, elle est ce qu'elle est, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle a la grâce d'être ce qu'elle est. Elle n'est pas faite pour agir, pour travailler, en quelque sorte. Elle n'est pas faite pour fabriquer quelque chose. Elle n'est pas jugée sur ses œuvres. Elle est jugée sur sa présence. Et de même que l'étoile, elle est là, elle brille, voilà, et puis elle éclaire. Mais quand on voit comment se présente Yahvé, le tétragramme, il nous dit, à un moment donné dans l'Exode, chapitre 20, je crois, je suis celui qui est. Ben, pour moi, c'est un peu la définition de la femme. Je suis comme je suis, voilà, je suis comme je suis là, j'ai une présence, comme l'or ou comme le diamant a une présence qui se suffit à elle-même. Et d'ailleurs, le protestantisme, c'est un peu cela aussi, c'est l'idée de la grâce. C'est-à-dire, voilà, on est comme on est, on n'est pas jugé par ses œuvres, en quelque sorte, comme disent les protestants, dont on fête actuellement le 500e anniversaire de l'affichage des thèses de Luther en 1517. Donc, réfléchir sur les rapports entre l'homme et la femme fait partie, à mon avis, intégrante de la pensée astrologique. Tout comme réfléchir sur l'alternance des phases alpha-oméga font partie intégrante, sont la colonne vertébrale de l'astrologie. Pour moi, on ne peut pas séparer ces deux questions. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais créé le terme de sexocytologie. Parce qu'il est clair que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, que lorsque Saturne se conjoint avec l'étoile, l'homme contrôle la femme en quelque sorte. Et lorsqu'il s'en sépare, il ne la contrôle plus. Et donc la femme, à ce moment-là, c'est elle qui va générer une forme d'hubris, une sorte de dépassement. Donc en quelque sorte, la phase oméga est une période où l'on va vers l'avenir, on imagine des tas de choses extraordinaires, on veut faire casser toutes les barrières. Et ça, les femmes sont très sensibles à cela, alors que la phase alpha, c'est au contraire une phase où Saturne, en se conjoignant à l'étoile, une des 4 étoiles fixes royales, tous les 7 ans environ, eh bien, il contrôle la femme et il l'empêche de faire n'importe quoi, il est un garde-fou. Voilà en gros, voyez-vous, ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas? On ne peut pas, l'étoile et la planète, ça nous renvoie à l'homme et la femme, et l'homme et la femme, ça nous renvoie à des comportements et des valeurs différentes qui sont exprimées et manifestées à travers la dialectique alpha-oméga, l'oméga étant la phase de projection vers l'avenir, d'imaginer un autre avenir, de casser les barrières, de casser les tabous, alors qu'alpha, c'est au contraire le recentrage vers les grandes valeurs historiques. Et en ce sens-là, on peut dire que la gauche correspond plus à la philosophie oméga, et la droite correspond plus à la philosophie alpha.